Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Alors aujourd'hui on continue les vidéos CEB 2026 et on va s'intéresser à une épreuve qui arrive très bientôt et que certains d'entre vous redoutent un peu, mais la vidéo est là pour vous aider. Il s'agit de l'éveil scientifique. C'est parti. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 4 grands domaines que tu dois maîtriser, c'est-à-dire la matière, le corps humain, l'énergie et la classification des êtres vivants. On va y aller petit à petit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Premier domaine, la matière. Alors avant tout, il faut savoir que la matière peut exister sous 3 états différents. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors pour te montrer en gros en quoi ça consiste, eh bien j'ai amené un peu de matériel. Alors, comme tu peux le voir, il y a un tout petit peu de matériel ici. Donc on a de l'eau sous 3 états différents. On a d'abord l'état solide. L'état solide, ici c'est la glace. Dans l'état solide, on voit que la forme et le volume sont fixes. C'est-à-dire que la forme ne bouge pas, c'est en train de fondre petit à petit, mais en gros la forme ne bouge pas. Et toute la glace occupe toujours le même volume dans le verre. Okay. Ensuite, il y a la forme liquide. Dans cette forme-là, le volume est fixe. Parce que si jamais je transvase cette quantité d'eau dans un autre récipient, ce sera toujours le même volume d'eau, mais la forme va changer. Donc forme variable, mais le volume est fixe. Et alors ici, comme tu l'as vu, on peut peut-être le remettre un tout petit peu, on voit que l'eau, elle a atteint une certaine température, la température d'ébullition, et donc elle va se transformer, on le voit là, en vapeur. Okay, donc l'eau se transforme en vapeur, donc elle se transforme en gaz, et dans ce cas-là, eh bien, ni la forme ni le volume ne sont fixes. Il y a aussi des mots à retenir en ce qui concerne la transformation d'un état en un autre. Donc par exemple, quand la glace devient de l'eau, on appelle ça de la fusion. Okay, quand l'eau devient du gaz, on appelle ça de la vaporisation. Quand l'eau redevient de la glace, donc quand on congèle de l'eau, eh bien c'est la solidification. Quand la vapeur redevient du liquide, c'est de la condensation. Alors on voit ici que ça a arrêté de se transformer en vapeur, ça redevient de l'eau. D'ailleurs, sur les parois ici, à l'intérieur, on voit qu'il y a des gouttelettes d'eau. Je ne sais pas si tu les vois bien, mais il y en a. Donc ça, c'est de la condensation. Et alors il y a encore un changement d'état. Quand ça passe directement du solide vers le gaz, donc de l'état solide vers l'état gazeux, on appelle ça la sublimation. Donc ça, ce sont les états de la matière. Petite précision en ce qui concerne la matière, la différence entre un phénomène physique et un phénomène chimique. Le phénomène physique, c'est quand la matière change d'apparence, forme, de taille ou d'état. Mais elle reste la même matière au fond. Les molécules ne changent pas, elles sont juste organisées différemment. Généralement, on peut revenir en arrière. Par exemple, de l'eau qui gèle devient de la glace. C'est toujours les mêmes molécules, mais elles sont organisées différemment. D'ailleurs, si on réchauffe de la glace, on retrouve de l'eau. Le phénomène chimique, quant à lui, c'est quand la matière se transforme en une nouvelle matière, qui est complètement différente de la matière de base. Et on ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, une bougie qui brûle. La cire disparaît et devient du gaz, du CO2 et de la vapeur d'eau. On ne peut pas débrûler une bougie pour la reconstituer. C'est impossible. Donc, petite astuce pour bien différencier les deux. Le phénomène physique, c'est la matière qui change d'aspect, mais qui reste elle-même. Le phénomène chimique, c'est la matière qui se transforme en quelque chose de nouveau, et c'est un phénomène irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, on va plutôt parler des différents mélanges. Quand on mélange 2 corps différents, il peut se passer 2 choses. Mais ça, on va en parler là tout de suite. Je vais changer de matériel. Donc, on va voir ce qui se passe quand on mélange des produits, donc des corps différents. Qu'est-ce qui se passe? Alors, première expérience, ici on a un verre d'eau, tout ce qu'il y a de plus classique, et ici on a un sirop tropical, sans sucre. Donc, on va mélanger. Voilà. Et on laisse faire, et on regarde ce qui se passe. Même chose avec, ici, c'est de l'huile d'olive. On va mélanger avec l'eau. Voilà. Hop. Et on regarde ce qui se passe. On va mélanger. D'accord? Donc ici, je mélange l'eau et le sirop. Voilà. Ouais, c'est pas mauvais. Et ici, je vais mélanger l'eau et l'huile. Voilà. Et... non, ça, c'était pas indispensable.
Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on peut constater que ici, sur le verre d'eau avec du sirop, eh bien, est-ce qu'on peut encore distinguer l'eau du sirop? Ben non, les deux sont parfaitement mélangés. Et en plus, c'est pas mauvais. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ici, on constate que l'eau et l'huile ne se sont pas du tout mélangés. Ils sont encore bien séparés. Donc, un mélange où on ne peut plus distinguer les deux constituants, c'est ce qu'on appelle un mélange homogène. D'accord? Homogène, on ne sait plus distinguer l'un de l'autre et on ne sait pas séparer l'un et l'autre. Un mélange hétérogène, quant à lui, eh bien, c'est un mélange où on voit encore les deux constituants qui sont séparés. Et même quand on les remélange, elles vont de nouveau se séparer après, comme on l'a vu. Dernier mot qui est très important, quand on a ici un corps qui se fond dans un autre, on appelle ça la dissolution. Donc j'espère maintenant que tout ce qui concerne les changements d'état, la forme de la matière et les mélanges, c'est plus clair pour toi. On va passer à la deuxième partie, c'est le corps humain. En ce qui concerne le corps humain, il y a 3 systèmes qui seront évalués au CEB, le système respiratoire, le système digestif et le système circulatoire. Il faut donc que tu connaisses leur fonctionnement, mais aussi les liens qu'il y a entre ces différents systèmes. Dans le système digestif, les principaux organes sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Le rôle du système digestif, eh bien, c'est de décomposer les aliments en nutriments qui sont absorbables par le sang. Les organes du système respiratoire sont la trachée, les bronches, les poumons et les alvéoles pulmonaires. Et le rôle du système respiratoire, eh bien, c'est d'apporter l'oxygène au sang qui va le véhiculer dans tous les organes et de rejeter le dioxyde de carbone qui vient des organes, qui est un déchet et qui va être évacué par l'expiration. Et les principaux organes du système circulatoire, eh bien, c'est évidemment le cœur, les artères, les veines et les capillaires sanguins. Et le rôle du système circulatoire, c'est bien entendu de transporter le sang qui est chargé d'oxygène et de nutriments vers toutes les cellules du corps. Alors, c'est bien de connaître les différents systèmes, mais il faut encore savoir qu'il y a des interactions entre ces 3 systèmes. Par exemple, si on parle de la digestion et de la circulation, eh bien les nutriments qui viennent de la digestion vont passer dans le sang à travers l'intestin grêle et les capillaires sanguins, et ils vont être transportés vers toutes les cellules. La respiration et la circulation sont liées parce que l'oxygène qui va être capté par les poumons passe dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang ramène ensuite le CO2 aux poumons pour l'expulser. Et le système circulatoire est bien évidemment le système le plus important parce que le cœur va pomper le sang chargé en oxygène et en nutriments vers toutes les cellules du corps. C'est le système circulatoire qui fait le lien entre ces 3 systèmes. Alors, quelques points clés à retenir, donc très important. La digestion commence dans la bouche, avec les dents et la salive. Et elle se termine dans l'intestin grêle, où les nutriments vont passer dans le sang. Les alvéoles pulmonaires sont de minuscules sacs qui sont dans les poumons, ils vont se gonfler et se dégonfler, et c'est là que vont se faire les échanges entre le dioxygène et le CO2. Le cœur, c'est une double pompe, parce qu'il envoie le sang vers les poumons pour l'oxygéner, et vers le reste du corps pour nourrir les cellules. Alors attention parce que le cœur est à la base de 2 circulations. La petite circulation entre le cœur et les poumons, et la grande circulation entre le cœur et tout le reste des organes. Alors parlons maintenant du 3e domaine, l'énergie. Tu dois d'abord te souvenir qu'une ressource énergétique, c'est une source dont on peut extraire de l'énergie pour nos besoins quotidiens. Se chauffer, se déplacer, s'éclairer. Le référentiel distingue 2 grandes catégories d'énergie. Les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Je suis sûr que tu connais déjà plusieurs énergies de chaque type. En gros, les énergies renouvelables, on a bien évidemment le soleil, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la géothermie et la biomasse. Ces énergies sont renouvelables. Ça veut dire que, eh bien, on en a en permanence. Le soleil, il n'est pas prêt de s'éteindre, donc on peut l'utiliser pendant très très longtemps. Même chose pour le vent, pour l'eau qui coule dans les rivières, pour la géothermie et pour la biomasse. Donc à l'échelle humaine, eh bien elles sont inépuisables. Mais forcément, elles ne sont pas encore assez développées, donc c'est pas encore suffisant d'avoir que des énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on fait encore appel actuellement en grande partie aux énergies non renouvelables. C'est bien entendu le pétrole, le charbon, le gaz naturel, ça c'est les énergies fossiles, et puis il y a l'uranium pour l'énergie nucléaire. Le gros problème, c'est que ces énergies n'existent qu'en quantité limitée et elles sont en train de s'épuiser.
dans quelques dizaines ou centaines d'années, on aura épuisé ces sources d'énergie-là et donc on sera obligé de fonctionner autrement. Alors autant s'y mettre tout de suite. Un gros point négatif des énergies fossiles, c'est qu'elles rejettent beaucoup de CO2 lors de leur combustion. Ce gaz, le CO2, il amplifie l'effet de serre et il contribue au réchauffement climatique. C'est pourquoi il est important d'économiser l'énergie et de développer les énergies renouvelables. Alors, pour rappel, la combustion, c'est une réaction chimique entre un combustible, c'est la matière qui va brûler, donc le bois, la bougie ou du gaz, et le dioxygène de l'air, qui est un comburant. Ça produit de la chaleur et de la lumière. C'est ce qu'on appelle communément le fait de brûler. Pour que la combustion ait lieu, 3 éléments sont donc nécessaires, c'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Le combustible, donc la matière qu'on va faire brûler, le dioxygène qui est le comburant, donc ce qui va permettre au feu de brûler, et la source de chaleur pour démarrer la réaction, ce qu'on appelle l'inflammation. Elle produit généralement du dioxyde de carbone, donc du CO2 et de la vapeur d'eau, ainsi que parfois de la fumée et des cendres selon ce qui brûle. L'énergie thermique, c'est l'énergie qui est liée à la chaleur. L'énergie thermique est au cœur des enjeux d'économie d'énergie. Pourquoi ? Parce que isoler une maison, c'est faire en sorte de limiter les pertes de chaleur. Un double vitrage, par exemple, il empêche l'énergie thermique de s'échapper en hiver. Et pour ne pas gaspiller les énergies thermiques, on peut par exemple baisser la température d'1 degré. Alors 1 degré, par exemple, ça permet d'économiser 7% de quantité de chauffage. C'est quand même pas mal. On va aborder maintenant le 4e domaine, c'est la classification des êtres vivants. Un être vivant, il naît, il se nourrit, il respire, il se reproduit et il meurt. On distingue 4 grandes familles d'êtres vivants. Il y a les animaux, dont les humains, les végétaux, donc les plantes, les champignons et les micro-organismes, les bactéries et les virus. Alors, les grands groupes d'animaux. Eh bien, il y a tout d'abord les mammifères. Les mammifères ont des poils, le sang chaud, ils allaitent leurs petits. Exemple, le chien, la baleine, l'humain. Ils ont tout ça en commun, d'accord ? Alors, petite parenthèse, tous les points communs des animaux d'une même espèce sont appelés des attributs, d'accord ? Donc, si tu vois ce mot-là dans le CEB, attribut, c'est la même chose que caractéristique. Donc, c'est un point commun entre différents animaux, ok ? Alors, donc on a dit les mammifères. Ensuite, il y a les oiseaux. Les oiseaux ont comme attribut commun, eh bien, ils ont des plumes, ils ont des becs, ils ont des œufs à coquilles, et ils ont le sang chaud. Okay ? Exemple, l'aigle royal, le pingouin et la poule sont des oiseaux. Les reptiles, ils ont des écailles, le sang froid et des œufs à coquilles. Par exemple, les serpents, les tortues, les crocodiles sont des reptiles. Alors les reptiles, on les confond souvent avec l'espèce qui vient juste ensuite, c'est les amphibiens. Mais attention, c'est pas du tout les mêmes. Parce que les amphibiens, ils ont la peau nue et humide et ils ont le sang froid. Mais les amphibiens, ils n'ont pas le même cycle de vie que les reptiles. Les amphibiens, ils passent par un stade larvaire, alors que les reptiles, pas. D'accord ? Alors, exemple, la grenouille et la salamandre. Ce sont des amphibiens, ce ne sont pas des reptiles. Ensuite, il y a les poissons. Donc, les poissons ont des écailles, des branchies, c'est l'équivalent de nos poumons, mais c'est pas le même système. Et ils ont le sang-froid également. Donc, la truite, la carpe, le requin sont des poissons. Attention, parfois on pense que la baleine et le dauphin sont des poissons parce qu'ils vivent dans l'eau. Pas du tout. La baleine et le dauphin, ils nourrissent leurs petits, ils ont le sang chaud et ils doivent respirer à l'air libre. C'est pour ça qu'ils remontent souvent à la surface pour reprendre de l'air. Donc, ça a l'air d'être des poissons, mais non, ce sont bien des mammifères. Alors ensuite, on a les insectes. Les insectes, ils ont 6 pattes, ils ont le corps qui est en 3 parties et ils ont un exosquelette. Donc, ils n'ont pas un squelette interne qui est fait avec des os, ils ont un squelette externe. Par exemple, la guêpe, le papillon, l'abeille, la fourmi sont des insectes. Et puis finalement, il y a une autre espèce qu'on confond parfois avec les insectes qui sont les arachnides. Les arachnides, eux, ils ont 8 pattes, ils n'ont pas d'antenne. Et il n'y a pas que les araignées qui sont des arachnides, il y a aussi les scorpions et les acariens. Tu sais, ces toutes petites bestioles qu'on trouve parfois dans les matelas, les lits, etc. Voilà. Voilà. Si tu as déjà observé ça au microscope, petite bête très sympathique. Alors, au CEB, on va te parler de la classification phylogénétique. Oh, qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Ne t'inquiète pas. C'est simplement le fait de regrouper les êtres vivants selon leurs caractéristiques partagées, leurs attributs, et qui sont hérités d'un ancêtre commun. Alors, il y a des grandes familles, hein. Il y a
les vertébrés, donc ce sont les animaux avec une colonne vertébrale, et les invertébrés, ce sont les animaux sans colonne vertébrale. Le grand principe de la classification phylogénétique, c'est au plus des espèces ont des attributs en commun, au plus elles sont proches dans l'arbre du vivant. Alors dans le CEB, tu risques d'avoir deux types de classements phylogénétiques. Ça va toujours être en fonction des attributs, mais ils peuvent être présentés de différentes façons. Soit comme ça, donc plutôt en arbre avec des liens entre les attributs et les espèces, ou alors plutôt comme ceci. Donc là, c'est sous forme de grandes cases dans lesquelles il y a des plus petites cases en fonction des attributs qui sont en commun. Donc, par exemple, là, il y a une grande case dans laquelle il y a les vertébrés, et dans cette grande case, il y a plusieurs petites cases parce qu'on fait une distinction entre les vertébrés qui ont certains attributs en commun et les vertébrés qui ont d'autres attributs en commun. Je te mets des liens vers des exercices interactifs juste ici en dessous de la vidéo pour encore t'entraîner une dernière fois. N'oublie pas, au CEB, l'essentiel est de bien lire et de respecter les consignes et d'aller voir les bons documents dans le portfolio. Ne réponds pas tout de suite, surtout s'il y a une petite icône qui t'indique qu'il faut aller voir une certaine page du portfolio. Si tu réponds tout de suite sans aller voir, c'est pas une bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets des pouces si c'est le cas. N'hésite pas à la partager autour de toi, à t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Et je te dis bon courage pour les dernières épreuves du CEB. Je suis sûr que tu vas cartonner. Voilà. Ciao!